Et c'est tout près de l'eau de la Saône, cette fois dans le quartier de la Confluence à Lyon, qu'on peut voir depuis quelques jours une étonnante construction, une tour de 12 mètres de haut qui abrite un théâtre pouvant accueillir 300 personnes, un théâtre à l'image de celui de Shakespeare à l'époque élisabéthaine. C'est d'ailleurs à l'occasion des 400 ans de la disparition du célébrissime dramaturge britannique que deux de ces illustres pièces seront présentées dans cette tour passagère, la tour passagère qui est aussi le nom d'un festival qui a débuté la semaine dernière et qui se poursuit jusqu'au 2 juillet, festival dont nous accueillons le fondateur et organisateur. Bonjour Jean Salor. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors un mot avant tout bien évidemment de ce théâtre qui est très particulier, de cette construction qui a beaucoup voyagé pour arriver jusqu'à Lyon. Oui, alors c'est un théâtre suisse d'origine et on a trouvé intéressant cette année de le faire venir en péniche. Donc la tour a été démontée à Bâle, chargée dans une péniche, a navigué pendant 7 ou 8 jours, traversé un nombre d'écluses absolument incroyable. 120. Oui, voilà, 120 écluses. Et elle est arrivée en bord de Saône, devant la place Delphos, où se tient le festival, effectivement. Voilà, donc elle a parcouru 445 km. Est-ce que c'est vraiment ce à quoi ressemblaient les théâtres, comme on dit, élisabéthains, mais les théâtres dans lesquels se jouaient les œuvres de Shakespeare? Alors, c'est inspiré de ce genre de forme, effectivement, mais si vous regardez par exemple à Londres le Globe, tel qu'il existe aujourd'hui, qui est une reproduction à l'identique de ces théâtres élisabéthains, d'abord ils étaient plus grands et il n'y avait pas de toit. C'est-à-dire que le public était massé devant la scène, debout, n'était pas abrité en cas de pluie, et tout le monde sait qu'en Grande-Bretagne, il ne pleut pas. Donc, oui, c'est une évidence. Nous avons un toit, effectivement. Par chance, on a, nous aussi, été épargnés par la pluie. Donc alors vous êtes passé entre les gouttes, bien que vous ayez un toit. Exactement. Donc c'est plutôt bien tombé, surtout quand vous faites des choses à l'extérieur, évidemment. Alors, est-ce que la forme de la salle influe sur la façon d'y présenter des pièces, sur la construction de ces pièces, et sur la façon de les interpréter aussi? Il y a une très, très grande promiscuité entre les artistes sur scène et le public. On est presque en possibilité de se toucher les uns les autres. Donc il y a de ce fait un changement de jeu. Les acteurs ou les comédiens sont très très confrontés au regard des gens, voient les gens. Donc ils sont nécessairement meilleurs et ils doivent se donner plus qu'il ne le faut d'habitude. Est-ce que les pièces ont été écrites en fonction de ça d'ailleurs ou pas du tout? Je ne pourrais pas dire ça. Probablement le théâtre anglais, oui, a été écrit en fonction de ce genre de jeu, puisqu'il y avait beaucoup d'interactions entre le public et les comédiens, ne serait-ce que pendant les jeux. Le théâtre français, italien, moins. Mais aujourd'hui, non, on a perdu un petit peu cette façon de faire les choses. Effectivement, on imagine que ça n'a rien à voir avec le théâtre français et le théâtre à l'italienne, et je pense à la Commedia dell'arte, et le rapport au public n'est pas tout à fait le même. Le rapport au public n'est pas le même. Là, on est très fortement impliqués les uns et imbriqués les uns dans les autres. On sait comment est née cette salle? Cette salle a 20 ans d'existence. Elle a été construite par des fous en Suisse, et qui existe toujours, parce que le fondateur est sur la tour en ce moment avec nous. Elle s'appelle en Suisse la tour Vagabonde, et on l'a débaptisée et rebaptisée tour passagère pour les besoins de notre propre festival. Comment est-ce que vous avez eu l'idée d'ailleurs de l'utiliser? Ça part d'un concept simple, c'est que je voulais créer un moment de festival à Lyon, ça m'intéressait beaucoup, et je n'ai pas trouvé de salle, de structure qui soit correspondante à ce que j'attendais. Vous en avez importé une? Donc j'en ai importé une. Qui est unique en plus. Elle est unique, peut-être pas unique au monde, mais en tout cas il y en a très 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 peu de ce genre-là, et elle a un avantage extraordinaire, c'est sa taille. Elle a une proportion telle que quand on rentre dans cette tour, on change de siècle et on se retrouve à une autre époque instantanément, c'est magique. Elle a l'air petite de l'extérieur et très grande de l'intérieur. 300 places. Eh oui, 300 places, c'est beaucoup. C'est une grande salle. Alors vous proposez ce soir, demain et samedi le Songe d'une nuit d'été, et puis le 26 juin, comme il vous plaira, 2 œuvres majeures de Shakespeare. Pourquoi ce choix? On dit c'est les 400 ans de... Alors c'est les 400 ans, mais l'année prochaine, ça ne sera pas les 400 ans, et il y aura nécessairement une pièce de Shakespeare, parce que cette structure-là et Shakespeare sont intimement liés. Il faut absolument du Shakespeare dans cette tour, chaque année. Alors, vous allez aussi proposer Beethoven se manouche, Cyrano de Bergerac, ou encore Così fan tutte. Il faut savoir que les œuvres sont respectées, mais le but c'est quand même d'étonner le public et donc de jouer un peu le mélange de genres. Bien sûr, on veut être éclectique de manière à ce que tout le monde puisse y trouver satisfaction. On n'est pas des spécialistes de quoi que ce soit, nous sommes des généralistes du spectacle, et sur un mois de festival, il en faut vraiment pour tous les goûts. Donc effectivement, on va partir de choses très très classiques jusqu'aux choses les plus déjantées. Et ce qui est important, c'est que les adultes sont les bienvenus, mais les enfants aussi. Vous avez un programme qui leur est plus particulièrement destiné? Oui. Dimanche prochain, il y a une après-midi réservée aux enfants, un petit spectacle qui s'appelle Après la pluie, à partir de 2 ans, et qui donne à ces enfants
L'émerveillement de la marionnette, c'est une vieille dame qui revit sa vie au travers de 4 saisons avec des musiciens baroques, bien entendu. Alors, on a compris, il y a du théâtre, il y a aussi de la musique, et là, des influences d'un petit peu toutes les parties du monde, de l'Afrique, de l'Asie. Oui, on a par exemple l'ensemble Sprezzatura qui va venir interpréter une soirée autour de l'art chinois, donc musique baroque et art chinois. C'est très original et très intéressant à regarder. Et vous avez, je crois, le Quatuor Debussy qui Oui, vient aussi. on a cette chance-là. Alors, ils n'ont évidemment pas besoin de nous, ces gens-là, mais ils nous font l'honneur de venir jouer 2 soirs C'est-à-dire qu'ils sont sensibles à un lieu, à une forme de festival. Voilà, ils sont sensibles, je pense, à la promiscuité avec le public. Quatuor Debussy a l'habitude de jouer dans de grandes salles où le public est forcément éloigné. Là, ils se retrouvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, confrontés au regard des uns et des autres très très proches, et ils vont donner un concert sans partition. Donc quelque chose de tout à fait innovant et tout à fait extraordinaire. Et on peut dire vraiment que le mélange de genres, ça devient l'image de ce style. Il a que 2 ans, hein, mais il est déjà en train de s'imposer. J'espère qu'il s'impose. Je pense qu'au-delà de la programmation, il s'impose par le temps. Non pas le temps qu'il fait, mais le temps que les gens peuvent consacrer sur place à autre chose que la vie quotidienne. Ils viennent vers 18h30, 19h, ils boivent un coup, ils s'assoient dans l'herbe, ils discutent avec des amis. On a un partenariat avec Emmaüs Lyon qui nous amène des meubles, tables et chaises totalement dépareillés, bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer. Ça fait le charme du site, puisque les gens achètent tables et chaises en partant. Donc on fait des choses vraiment très très différentes de ce qui se passe à Lyon d'habitude. Donc on est dans un lieu à part, un moment à part, effectivement, ce qui fait la singularité de ce festival. Moi j'aimerais savoir ce qui vous a fait vous investir dans cette aventure, sachant que vous êtes, on peut le dire, un homme d'affaires qui réussit. Vous êtes le patron d'une entreprise qui est leader dans l'assurance vétérinaire. Pourquoi délaisser un moment votre entreprise pour vous investir comme ça dans le milieu artistique? Je ne la délaisse pas vraiment. L'entreprise que je dirige oui, bien sûr, j'imagine. est dirigée avec des directeurs qui font bien le boulot, donc là, les choses sont en ordre. Après, c'est un moment de partage, c'est l'envie forte de mettre sur pied quelque chose qui soit en dehors de l'économie traditionnelle et partager avec les gens les émotions qui sont les miennes. Justement, une entreprise culturelle et une entreprise comme celle que vous dirigez sont 2 choses complètement différentes? C'est assez différent sur les bases économiques, en tout cas. Une entreprise traditionnelle est normalement faite pour gagner de l'argent. Dans le domaine de la culture, et c'est une notion qui n'existe pas, c'est un gouffre, un festival qu'il faut pouvoir financer par du mécénat privé, du mécénat de particuliers, et bien entendu billetterie et buvette qui viennent contribuer à la chose. Voilà, effectivement, mécénat, le maître mot qu'on connaît très bien aux États-Unis et qu'on pratique couramment, mais qui est encore relativement récent en France. Oui. Merci beaucoup Jérôme Salor. Ne manquez pas ce festival, je rappelle c'est la Tour Passagère, c'est à Lyon jusqu'au 2 juillet avec ce soir, demain et samedi soir le songe d'une nuit d'été de Shakespeare dans une version certainement jamais vue dans un lieu unique. Avant de nous quitter,